Bonjour à tous et bienvenue au Forum des lecteurs. Alors je vous propose pour ce forum de sortir, d'aller faire un petit tour dehors dans nos jardins avec nos deux invités, avec Régine Rossi-Lagorce qui publie un livre intitulé La Pétronille, Histoire et 100 recettes au bois Vigneaud, publié aux éditions Les Monnaies d'hier. Et je démarre je démarre mon potager bio en Limousin de Christian Lenné avec Olivier Roulière et une dame qui s'appelle Régine Rossi-Lagorce, donc qui va pouvoir intervenir à double titre, toujours aux éditions Les Monnaies d'hier. Alors je vais commencer par vous, Régine, avec la pétronille. La pétronille, c'est d'abord pétronille. Il faudrait que vous nous racontiez l'histoire de ce lieu qui est d'abord une personne. Alors oui, Karine Pétronille, c'est une femme qui a perdu son mari dans la guerre 14. En 15, oui. Voilà. Et comme toutes les femmes, elle a dû faire face à tout le reste, c'est-à-dire le travail, élever les enfants, mener à bien la ferme. Et ça n'a pas été facile, mais beaucoup de femmes ont été dans ce cas-là. Sauf qu'elle avait une propriété un peu particulière au bois Vigneaud à Naves, une propriété où elle pouvait vivre en autarcie. Et oui, parce qu'il y avait un fournil pour faire le pain, il y avait un puits pour avoir l'eau pour tout le temps. Et puis surtout, un truc qui va vous paraître un peu idiot, mais une serbe. Une serbe où elle pouvait faire la lessive. Elle n'était pas obligée d'aller à des kilomètres. C'est pas facile, la lessive à la main, je vous parle. Et voilà, donc elle pouvait vivre en autarcie, c'est ce qu'elle a fait. Elle faisait des fromages qu'elle allait vendre au marché à Tulle. Elle prenait le train. Et puis ce qui m'a interpellée aussi, c'est que Pétronille, ses petits-enfants m'ont parlé d'elle comme d'une femme austère, une femme pas triste, mais un peu autoritaire, jamais de gestes de tendresse. Et des gens qui l'ont connue sur le marché de Tulle, eux m'ont parlé d'une femme pétillante, volubile, et ça ne correspondait pas du tout au reste. Alors ces petits-enfants me disaient, oui, elle ne nous a pas donné beaucoup de tendresse, mais quand on allait la voir, la Pétronille, elle nous faisait toujours nos plats préférés. Alors si ça, c'est pas de la tendresse... Est-ce que c'est dans votre vie de chroniqueuse culinaire à France Bleu Limousin que vous avez rencontré ce personnage? Alors, avant de rencontrer Pétronille, j'ai rencontré Renaud Jussaume, qui a aujourd'hui la ferme du Bois Vigneaud et qu'il a rebâti, parce que c'était une ruine, comme à l'identique, avec les mêmes outils qu'on avait pu utiliser à l'époque. Elle est couverte en bardeaux de châtaignier. Et Renaud, son projet, c'était d'en faire aussi une ferme vivrière, pour vivre pareil, en autarcie. Et on s'est rencontrés autour la tome de bras, un fromage, oui, que moi j'avais, puisque mon travail c'est de faire aussi de la recherche sur le patrimoine culinaire, j'avais rencontré cette tome de bras, moi, dans les archives. On m'en parlait. Et avec Renaud, on s'est rencontrés autour de ce projet de la tome de bras, une tome de brebis, une tome de femmes qui préparaient ce fromage, une économie parallèle. Elles faisaient dans leur bassière, elles faisaient sécher où il y avait la laine des moutons et elles le vendaient après pour se faire un peu d'argent rien que pour elles. Donc on s'est rencontrés là-dessus. Et Renaud, il a voulu refaire de cette ferme une ferme vivrière pour y vivre en autarcie. Alors, cette ferme, Pétronille, meurt en 1965. La ferme tombe en ruine. À quel moment Renaud... Parle un petit peu plus près du micro. À quel moment Renaud reprend la ferme? C'est les parents de Renaud qui ont racheté cette ferme, pas pour y faire une ferme, pour faire une maison de vacances. Et puis, bon, il y a eu des problèmes familiaux. La maman est décédée. Ils ne sont pas revenus pendant fort longtemps. Et Renaud, à un moment de sa vie, il a voulu changer de vie. Il était ingénieur agronome. Il a voulu changer de vie. Il est venu se réinstaller là à Naves. Et il a transformé, mais c'était formidable, quoi. En peu de temps, il y avait des arbres qui poussaient dans la maison. Il a transformé cette demeure en une belle ferme, vraiment. Et c'est un endroit, je ne sais pas comment vous expliquer, Karine. C'est un endroit où il y a quelque chose. On sent une énergie qui nous pénètre. C'est en haut d'une colline. Il y a tout. Il y a la terre, il y a le granit, il y a un peu d'eau, il y a des sources, il y a tout. Et on sent une énergie, une belle énergie. Et peut-être que cette énergie a gagné Pétronille. Puis un jour, Renaud, comme ça, m'a dit, avant, c'était à Pétronille. Et puis, donc il y a la maison d'habitation. Puis à côté, il y a une toute petite maison, juste une seule pièce mansardée. Et Pétronille, la propriétaire quand même, elle habitait cette petite maison et le métayer, la grande. Je me suis dit, c'est bizarre. Je me suis dit, Renaud a dû se tromper. Pas du tout. Elle laissait son métayer dans la grande maison et elle, la toute petite. Et même, une fois que le métayer était parti, qu'elle a pris sa retraite, jamais elle n'a remis les pieds dans cette maison. Jamais. Pourquoi? On le sait? Je ne sais pas. Je ne sais pas. Je crois que toute sa vie, elle a fait peut-être
une abnégation de ses sentiments, de sa vie. Elle n'a pas... Ce projet d'acheter la ferme, elle l'avait eu avec son mari avant de partir à la guerre. Il est parti à la guerre et elle a acheté la ferme et elle l'a exploitée toute sa vie. Je ne sais pas. Peut-être un signe d'humilité, c'est possible. Une petite bonne femme, toujours bien habillée, souliers bien cirés. Elle n'était pas dans la pauvreté, pas du tout. Elle avait de quoi vivre confortablement. Mais elle n'a jamais voulu avoir de signe de prétention, on va dire. Alors, on va en venir sur ce que vous en avez fait aussi, parce que c'est un livre d'histoire, mais c'est aussi un livre de recettes. Mais avant cela, je voulais demander à Christian Lenné la démarche de Renaud. Ce monsieur, donc, c'est quand même une démarche de retour aux sources, de retour à la terre, et c'est un peu ce que vous nous enjoignez de faire dans ce petit livre qui est très pratique. Je démarre mon potager bio. Est-ce que c'est à la portée de tout le monde de démarrer un potager bio ? Bonjour Karine. Alors justement, ce livre a pour vocation d'intéresser les gens qui n'ont jamais eu de potager, qui n'ont pas de transmission intergénérationnelle, parce que la plupart de nos parents, voire même grands-parents, ont quitté la terre. Ils ont perdu l'habitude de faire du jardin potager, ils n'ont pas transmis cette passion du jardin. Et donc, l'idée de ce livre, c'est de dire à des gens qui n'ont jamais touché un râteau, qui n'ont jamais touché une bêche, de dire, voilà, votre jardin potager, commencez-le, c'est facile, c'est génial, c'est passionnant, on va vous aider. Et il y a plein de bonnes raisons d'attaquer un potager, et il n'y a aucune mauvaise raison d'en faire un. Sur le plan de la santé déjà, parce que les légumes qu'on mange sont des légumes qui n'ont jamais reçu de produits chimiques. Aujourd'hui, on commence à dire que les produits chimiques sont dangereux pour l'organisme humain, pour le sol, pour la biodiversité, les oiseaux, les insectes. Vous savez qu'il y a pratiquement 70% des oiseaux qui ont disparu ces dernières 30 années, et ça devient dramatique. Et il ne faut pas qu'on attende que les politiques prennent des décisions. Il nous appartient à nous, chacun individuellement, de dire, moi j'agis pour la planète, parce que tout ce que l'homme réussira à faire, c'est à se faire disparaître lui-même de la planète. Mais la planète, elle se guérira de nous. Elle mettra des millions d'années à se guérir de nous. Mais c'est elle qui gagnera. Nous, on fait partie d'elle. Et donc, c'est elle qui est la plus forte. C'est elle qui est notre mère nourricière. Et c'est à nous d'arrêter cette notion d'anthropocentrisme en pensant que tout est articulé autour de nous, les hommes et les femmes. Mais c'est de bien penser que c'est la planète qui est le centre de tout, la Terre, la mère nourricière, et ça s'appelle le biocentrisme. Le biocentrisme, ça consiste à dire, voilà, je vais essayer de mettre en place, à ma façon, de la façon la plus facile, la plus agréable possible, une biodiversité, un petit monde, un petit univers, parce qu'un jardin, c'est un univers, un potager, et je vais tout faire pour que tous les mécanismes naturels fonctionnent. Et on a besoin des prédateurs, on a besoin des indésirables, parce que les indésirables sont les aliments des prédateurs qui sont nécessaires. Il faut mettre en place une biodiversité autour de son jardin. C'est très facile, il faut laisser du taillis, il faut laisser des haies pour que les oiseaux notamment puissent vivre en sécurité, puissent se nourrir aussi. Les abeilles qui sont pollinisateurs, il faut des plantes mellifères. Alors, plantes mellifères, c'est ce qui produit du nectar. Alors, on va y revenir. Mais le titre comporte le mot limousin. Donc, pourquoi avez-vous sous-titré, vous précisez dans le titre, le potager bio en limousin? Est-ce qu'il y a des conditions particulières? Est-ce qu'on peut cultiver des choses ici qu'on ne peut pas faire ailleurs? Oui, bien sûr. Le Limousin, c'est une région qui est très humide, qui est très arborée, qui compte un réseau hydrographique très important, qui a un sol soit granitique, soit crayeux, calcaire, selon les régions où on se trouve. Mais enfin, ce qui est certain, c'est que pratiquement dans tout le Limousin, on a de l'eau. Cette année, on n'en a pas eu beaucoup, mais on a de l'eau quand même, et on peut disposer d'eau de qualité. Je veux dire d'eau sans chlore, pas d'eau du robinet, surtout pour faire un jardin, parce que le chlore est un bactéricide, et ça va foutre en l'air tout ce qu'on essaie de mettre en place. Mais effectivement, on peut avoir des tomates, parce qu'on a de la chaleur, on a du soleil. On a des précautions à prendre, parce qu'en Limousin, on a de l'humidité, donc il va falloir les couvrir pour éviter des maladies fongiques, c'est-à-dire des champignons, comme le mildiou. Il va falloir... Ça, on ne le sait pas, mais la terre limousine, c'est une terre bénie pour les pommes de terre.
Il y a d'ailleurs des laboratoires vers Ambazac qui cultivent et qui font des recherches pour des pommes de terre. Le Limousin, depuis 1850, date à laquelle la pomme de terre est arrivée et a remplacé les châtaignes l'hiver. Et là, c'est plutôt du domaine de Régine, parce que les châtaignes, très rapidement, elles avaient des vers et très rapidement, on ne pouvait plus les manger. La disette et la famine en Limousin étaient arrêtées par les pommes de terre. La terre de Limousine, c'est une terre de prédilection pour les pommes de terre. Voilà. Donc, les pommes de terre en Limousin, on a tous les choix possibles. On peut faire vraiment des rendements, des récoltes excellentes en quantité comme en qualité. On a choisi bien sûr aussi dans ce petit livre tous les aromatiques à proximité de la maison, pas forcément dans le jardin. Alors, on va mettre des fines herbes, on va mettre du persil. L'ail, c'est dans le jardin. Du persil, on va mettre du thym, on va mettre de la ciboulette, enfin des fines herbes. Un pied pour les yeux, parce que c'est magnifique, avec les petites fleurs mauves et roses. Et puis un pied pour, évidemment, les aliments. Et à chaque fois qu'on fait la cuisine, eh bien, on prend les ciseaux et on va dehors, juste devant la porte de la maison pour cueillir ces aromatiques. Alors ça, Régine, c'est ce que vous avez fait. Vous avez pris les ciseaux pour faire des recettes dans ce livre. Ça, de tout avoir à portée de main, c'est patrimonial. Les femmes ont toujours... Imaginez, les femmes, elles sont obligées de rester à l'intérieur, près du feu. Sans feu, pas de cuisine. Donc, on mettait tout près de la maison pour avoir des facilités. Les fines herbes et toutes les herbes qui participaient aussi à faire des farces. Attention, hein, des farces sérieuses, Karine. Donc, la blette, le persil, enfin, tout ce qui pouvait être utilisé très souvent, y compris la rhubarbe. Parce que c'était une plante qui apportait... en salé. Oui, en salé aussi, bien sûr. Oui. C'est une plante, la rhubarbe, qui apportait des bénéfices. Elle protégeait la maison et le jardin. Donc tout ça, ça a été des plantes qui avaient l'oseille. On se rappelle tous d'avoir eu l'oseille des grands-mères dans les allées du jardin, à l'entrée du jardin. Et ça, c'est pour après pouvoir avoir une cuisine plus facile. C'est que du bon sens, tout cela. Votre inspiration, vous l'avez trouvée comment alors Moi, c'est mon métier tous les jours de donner des recettes et de les créer. Justement, il faut trouver l'inspiration. Alors, quand on connaît les produits, franchement, moi, je me suis dit un jour, ça va s'arrêter. Pas du tout. Plus ça va, plus l'inspiration me vient. Je me suis aussi inspirée des recettes locales. Là, j'ai écouté ce que m'avaient dit les petits-enfants de Pétronie, les recettes qu'elle pouvait faire avec ce qu'elle avait. Et puis après, les idées viennent. Alors, Pétronie, par exemple, elle n'a pas beaucoup connu les cucurbitacées. Ça, c'est un peu nouveau dans les jardins. Mais je suis sûre que si elle était là aujourd'hui, elle aurait des cucurbitacées dans son jardin parce que les gens n'étaient pas hermétiques. On a parlé des pommes de terre. Les pommes de terre ont remplacé beaucoup de nos plats. On va prendre le miyasu. Vous savez ce que c'est, Karine, le miyasu? Eh bien non. Bon, alors le miyasu, c'est des pommes de terre râpées que l'on va faire en galette. Voilà, dedans on va mettre un petit hachis d'herbe, mais on va faire en galette. Avant le miyasu de pommes de terre, il y avait la culture du sarrasin, du blé noir ici en Limousin. Elle avait un champ de blé noir d'ailleurs. Oui, une belle légende de blé noir, cette belle fleur-là. Et alors, on avait donc du blé noir et il y a une plante parasite qui pousse avec le blé noir, c'était le millet. Et avec ce millet, on faisait tremper les graines et on faisait une sorte de pâte et on faisait un miyasu. Et puis le blé noir, c'est pas beaucoup de rendement le blé noir. Hein. C'est une année sur 3, on a un peu de blé noir, les autres fois on n'en a pas. Et quand il n'y a pas de blé noir, il n'y a pas de millet. Donc on a passé beaucoup d'années de disette, à peu près 1820 jusqu'à 1850, des années de disette où on n'a pas pu avoir des rendements suffisants. Donc on a fait une autre recette qui ressemblait avec cette pâte de millet. On grattait la pomme de terre avec une planche avec des clous pour écorcher la pulpe de la pomme de terre, pour faire une sorte de pâte qui ressemblait à la pâte de millet, pour continuer à faire le miyasu. Et déjà, nos pommes de terre, elles étaient réputées. Franchement, elles étaient réputées. Parce que dans les années 50, par exemple, Balzac ou Brillat-Savarin, eh ben, eux, les pommes de terre, ils les faisaient venir de la Corrèze, figurez-vous. 1850, hein, alors. Ouais, 1850. Alors, vous avez aussi une recette de poireaux, de fondu de poireaux à la semoule. Eh oui, fondu de poireaux à la semoule. La semoule, elle est là depuis fort longtemps. Et c'était tout à fait courant d'avoir de la semoule à la maison. Donc on va prendre nos poireaux, les faire fondre. Les poireaux, ça fait partie des recettes de base. Aussi bien en potage qu'en farci, on a toujours eu des poireaux. Donc on va les laisser fondre à la poêle ou à la cocotte. Attention, hein, Pétronie, elle cuisine dans le cantou, elle. Elle a une petite cuisinière à bois, mais le cantou, c'est mieux. Alors le cantou, c'est pas au-dessus de la flamme, Karine, parce que là, ça brûle. On va le mettre devant, on va le mettre sur les chenets, on va le mettre sur le côté, en fonction de ce que l'on veut.
Tout ça dans une cocotte fermée pour bien les faire fondre. Et on va laisser cuire la semoule avec. Alors aujourd'hui, ça, on va les mouler pour nous faire des jolies petites verrines de poireaux à la semoule, pourquoi pas. Ces recettes anciennes, Karine, elles deviennent très modernes. Franchement, elles deviennent très modernes. Il n'y a pas de... C'est pas des recettes archaïques, pas du tout. Alors imaginez aujourd'hui cette petite fondue de poireaux en semoule. On va pouvoir faire une petite crème à côté, une petite vinaigrette aux oignons, une crème avec du persil de notre jardin bio. Et voilà, on a une jolie préparation. D'autant que les légumes sont très très à la mode avec l'arrivée offensive du véganisme. Oui. Donc là, c'est un livre très, très à la mode, en fait, que vous venez d'écrire. La cuisine, c'est pas un éternel recommencement, mais il y a des modes aussi en cuisine, notamment des modes de couleur. Pendant fort longtemps, on a mangé tout blanc. Donc c'était où est arrivé le blanc mangé. Même la viande, on la mettait dans du lait pour qu'elle perde la couleur rouge. Après, on a mangé plus de vert. Ça dépend des époques. Alors, bien sûr, les légumes sont à l'honneur. Je suis une fan folle de légumes. Et puis, ces légumes, on peut aussi les accompagner. Et alors, je dis en Limousin, c'est pas qu'on était végétarien, mais la viande. D'ailleurs, quand on parle de viande ici en Limousin, c'est le bœuf et le veau. Les autres, c'est pas de la viande. Le porc, c'est du porc. Et la volaille, c'est de la volaille. C'est pas tout à fait. Et on achetait du bœuf très rarement, ou du veau aussi très rarement. C'est pour ça que dans le livre, il y a très peu de recettes avec du bœuf et du veau, parce que c'était assez rare. Alors, restons sur les légumes avec vous, Christian. Donc, vous parlez dans ce livre, évidemment, des indésirables désirés, mais aussi vous donnez quand même quelques ingrédients pour la pharmacie, parce que malgré tout, on peut pas compter forcément que sur la nature. Alors, vous parlez du savon noir, du bicarbonate, du vinaigre blanc. Moi, c'est exactement ce dont je me sers pour nettoyer ma maison, et de l'extrait de fougère, notamment comme insecticide. Tout ça, ce sont des produits de base. Est-ce que l'usage, il est récent, ou est-ce que de tout temps, on a utilisé ces produits? D'où trouvez-vous ces solutions d'entretien? Alors, l'extrait de fougère est très utilisé depuis très longtemps en Limousin. Bon, d'abord parce qu'on a beaucoup de fougères, et on s'est aperçu qu'elle avait des propriétés insecticides. Alors, pour faire l'extrait de fougère, c'est très facile. Il faut récupérer 1 kilo de belles fougères fraîches, bien vertes. Il faut les tremper dans un récipient, dans 10 litres d'eau. Et puis, il faut les laisser macérer. Et le signal, quand c'est prêt, c'est qu'il y a un voile blanc qui se forme à la surface du liquide. Et là, on recueille donc cet extrait dans un bidon qui va être opaque pour ne pas laisser passer la lumière, dans une pièce fraîche. Et puis, on va le diluer. Alors, 1 litre d'extrait dans 10 litres d'eau. Et on va le pulvériser dès les premiers signes d'invasion d'insectes. Alors, c'est très efficace, ça marche très bien pour tous les insectes, sur tous les légumes, sauf les pucerons. Les pucerons, vous savez, c'est des animaux qui sont incroyablement passionnants, parce que c'est des animaux qui se reproduisent par parthénogénèse. J'ai appris ça, oui, dans votre livre. Voilà. Il n'y a pas besoin de mâles et de femelles. C'est du clonage, en fait. C'est ça, c'est du clonage. C'est de la grande série. C'est de la grande série. Ils arrivent à se reproduire comme nous, on fait des voitures, pareil. Et après, les pucerons, si on les attaquait avec des produits chimiques, ils ont une capacité d'analyser le poison qu'on leur inocule, et ils produisent aussitôt un antidote. Et ils vont s'en sortir. Et enfin, au fil des générations, s'ils sont trop nombreux sur le même endroit, ils vont muter. C'est-à-dire que les dernières générations de pucerons se verront pousser des ailes pour aller coloniser un petit peu plus loin. Alors, vous voyez, il faut aller très vite, parce qu'ils sont très malins, ils sont très forts. Là, pour l'extrait de fougère, malheureusement, ça ne marche pas avec les pucerons. On a autre chose. C'est le savon noir à base d'huile d'olive. Et là, le savon noir à base d'huile d'olive, ça marche très très bien. Il y a la recette aussi dans le livre. Juste une chose, ça casse le système digestif des pucerons, et les oiseaux qui mangeraient ces pucerons mourraient aussi. Vous voyez, quand on fait de la culture naturelle, je ne vais pas dire biologique parce que ça devient un petit peu trop commerce, trop marketing. Quand on fait de la culture naturelle, il y a des fois où malheureusement aussi on va provoquer des répercussions sur la chaîne alimentaire, et il faut faire attention à ça. Même avec du savon noir, on peut casser des maillons de la chaîne alimentaire qui est essentielle. Alors j'ai découvert dans votre livre qu'il y a davantage d'organismes vivants dans une poignée de terre que d'humains à la surface de la planète.
Oui. C'est presque flippant quand même. C'est incroyable. C'est-à-dire qu'il y a 7 milliards d'individus sur la planète aujourd'hui. Et quand on prend une poignée de terre, il y a davantage de micro-organismes, c'est-à-dire qu'il y a plus que 7 milliards de micro-organismes dans cette poignée. Bon, j'ai des grandes mains. Vous avez des grandes mains, j'étais en train de me faire la réflexion. Oui. Régine, c'est peut-être 6 milliards et demi. Mais bon, c'est énorme. Et il faut bien savoir que si jamais on utilisait des produits qui se terminent par cide, donc tuer, insecticides, pesticides, dans le jardin potager, on va tuer tous ces organismes vivants et la terre va devenir stérile. Elle sera morte. Et pour pouvoir produire, on va utiliser des produits chimiques, des engrais chimiques. Et là, on casse tout. Et puis, c'est plus la peine de faire un jardin. Il n'y a qu'à aller acheter dans la grande distribution. On n'aura pas mieux. On n'aura pas moins bien. Vraiment, vraiment, ce livre, il est très simple. On a tout fait pour qu'il soit très facile, très agréable à lire. Et c'est très facile à faire un jardin potager. Mais surtout, surtout, ne jamais utiliser aucun produit chimique. Je vous en supplie. Alors, entre votre recette pour faire un beau jardin et les recettes de Régine, on n'a plus qu'à... Parce qu'en plus, vous donnez les outils. Enfin, c'est un livre extrêmement pratique. Vous, c'est un livre à la fois d'histoire et de mise en bouche, parce qu'une fois qu'on a terminé la partie historique, on n'a qu'une seule envie, c'est effectivement se mettre à faire comme Petroni et à marcher dans vos pas, puisque vous avez marché dans ceux de Petroni et de Renaud aussi, j'imagine. Et oui, de Renaud. Alors Renaud, aujourd'hui, s'est remis, il fait ses céréales, il fait son pain cuit au feu de bois tous les jours. Il m'en a amené une belle tourte là, qu'il a faite dans la nuit. Et lui, il travaille pareil, que d'une manière naturelle, comme le faisait probablement Petroni. Je vous ai parlé du blé noir, c'est aussi un super engrais vert, le blé noir. Donc c'est pour ça aussi qu'il y en avait autant. Et puis faire attention, et puis se servir... tiens, elle avait quelques cochons, quelques culs noirs, elle en faisait du savon, comme fait Renaud aujourd'hui, parce qu'il fait du savon avec la graisse de cul noir, parce que là-haut, il n'y a pas d'huile d'olive. Et voilà, c'est vraiment un vrai respect de la nature. Mais la nature, on la respecte aussi quand on cuisine. Hein. Pas que pour dire qu'on cuisine bio, mais parce que ça permet d'avoir des recettes, alors j'aime pas dire plus naturelles, mais plus goûteuses. Franchement, on revient à des vrais goûts grâce aux légumes ou aux aliments qui sont d'excellente qualité. Et en Limousin, on ne se rend pas compte, mais on a des produits de très belle qualité. À la fin de l'histoire, je raconte comment le Limousin s'est créé. Alors, je ne vais pas vous le raconter, là, ce serait trop long. Mais franchement, depuis toujours, on est un territoire un peu peut-être de rebelles. Je ne sais pas ce que tu en penses, Christian. Oui, bien sûr. Et puis, on est à Brive, hein. Brive-la-Gaillarde. Il y a une raison historique à ça. C'est vrai qu'on est des rebelles. Un peu rebelles pour juste à chaque fois ne vouloir que du bon. Alors, pas que du bio, mais que du bon et que du naturel. Ça a été le caractère des Limousins. C'est pour ça que notre cuisine n'est peut-être pas très connue. Et tant mieux. Vous la protégez, mais on est là pour en parler. Ce sera sur Internet à partir de demain. En tout cas, vous pouvez être fiers à la fois de votre région, mais aussi de ce que vous avez... de ce que vous nous avez offert à travers ces livres. Donc Régine Rossi-Lagorce, La Pétronille, Histoire et 100 recettes au bois Vigneault, aux éditions Les Monédières. Et puis vous, Christian Lenné, avec Olivier Roulière et Régine Rossi-Lagorce, Je démarre, mon potager bio en Limousin. Un livre très pratique. Vous avez enlevé tous les bavardages, mais l'essentiel y est. Et on apprend énormément de choses et ça donne envie, toujours chez le même éditeur. Merci à tous pour votre attention. Merci à tous les deux.